Ma petite amie a dit, j'arrête la contraception sans te le dire. Si je tombe enceinte, c'est que ça devait arriver. Lors d'une dispute, j'ai dit, c'est de la coercition reproductive. Puis, j'ai pris rendez-vous pour une vasectomie la semaine suivante et j'ai déménagé. Quand elle a annoncé sa grossesse 3 mois plus tard, je lui ai envoyé mon dossier médical. Moi, 30 ans, homme, j'étais avec ma petite amie depuis environ 3 ans. Nous n'avons pas vécu ensemble pendant la majeure partie de cette période. Elle avait un appartement avec une colocataire et j'avais un appartement d'une chambre que je louais depuis avant notre rencontre. Il y a environ 8 mois, elle a emménagé chez moi quand sa colocataire s'est fiancée et a déménagé. C'est là que les choses ont commencé à changer. Quelques informations sur moi. Je travaille comme chef de projet informatique pour une entreprise de taille moyenne. Je gagne bien ma vie, environ 82 000 $, et j'y fais attention. Je maximise mon 4 cents un cas, garde un fonds d'urgence de 6 mois, paie un supplément sur mes prêts étudiants. J'ai grandi en regardant mes parents se disputer chaque semaine à cause de l'argent. Mon père avait 2 emplois et ma mère dépensait toujours plus vite qu'il ne gagnait. Ils se sont séparés quand j'avais 14 ans, et les conséquences ont été désagréables, bataille pour la garde, litige concernant la pension alimentaire pour enfants, mon père vivant dans un studio tout en payant une maison où il ne vivait plus. J'ai vu le chaos financier détruire ma famille en temps réel. Et j'ai juré de ne jamais le répéter. À cause de cela, j'ai toujours été transparent sur une chose avec chaque partenaire. Je ne veux pas d'enfant pour l'instant, peut-être même jamais. Ce n'est pas un non catégorique pour toujours, mais c'est un non catégorique pour l'instant. Et pour l'instant, a été ma réponse pendant toute ma vie d'adulte. J'ai dit cela à ma petite amie lors de notre 4e rendez-vous. Elle a dit qu'elle était flexible sur le calendrier et qu'elle n'était pas pressée. Je l'ai cru. Sur parole. Pendant les 2 premières années et demie, le sujet n'a pratiquement pas été abordé. Elle prenait la pilule, depuis avant notre rencontre. Nous faisions attention au-delà de ça. Tout allait bien. Puis, elle a emménagé et, environ 3 mois plus tard, la conversation sur le bébé a commencé à apparaître comme des publicités pop-up que je ne pouvais pas fermer. Cela a commencé subtilement. Nous étions chez Target et elle se promenait dans le rayon bébé, tenait un petit body et disait, n'est-ce pas adorable? Nous étions au restaurant et une famille avec un tout petit entrait, elle les regardait avec cette expression douce, puis me regardait comme si j'étais censé ressentir la même chose. Sa collègue a eu un bébé et, soudain, chaque appel téléphonique portait sur la mignonnerie du bébé, le bonheur de sa collègue, et comment la maternité vous transformait. J'ai abordé le sujet directement. J'ai dit, je veux m'assurer que nous sommes toujours sur la même longueur d'onde concernant les enfants. Ma position n'a pas changé. Je ne suis pas prêt et je ne sais pas si je le serai un jour. J'ai besoin que tu me dises honnêtement si c'est un problème pour toi. Elle a dit, je t'entends. Je n'essaie pas de te faire pression. Je pense juste que c'est naturel de parler de l'avenir. Assez juste. J'ai laissé tomber. Mais ça n'a pas cessé. Le subtil est devenu moins subtil. Elle a commencé à laisser son téléphone ouvert sur des articles concernant le meilleur âge pour avoir des enfants et les fenêtres de fertilité. Elle m'a montré un TikTok d'un papa faisant une révélation de genre et a dit, tu serais un si bon père. Elle a mentionné plus d'une fois que sa mère l'avait eu à 24 ans et n'avait pas attendu des conditions parfaites. Puis, il y a environ 2 mois, nous avons eu la dispute. Cela a commencé pour une bêtise. Je ne me souviens même plus de quoi. La vaisselle, peut-être. Ou qui avait oublié d'annuler un abonnement que nous n'utilisions plus. Une de ces disputes qui ne portent pas vraiment sur le sujet apparent. Ça a dégénéré comme les disputes le font quand il y a une pression sous-jacente.
Et au milieu de tout ça, elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Tu sais quoi? J'ai de toute façon pensé à arrêter la contraception. Mon corps, mon choix. Et honnêtement, si je tombe enceinte, c'est que ça devait arriver. Peut-être que l'univers essaie de nous dire quelque chose et que tu as juste trop peur d'écouter. Je suis resté là, dans la cuisine, tenant un torchon, et j'ai senti quelque chose s'éteindre en moi. Pas de la colère, quelque chose de plus froid, de la clarté. J'ai dit, ce que tu viens de décrire, c'est de la coercition reproductive. Elle a levé les yeux au ciel, oh mon Dieu, ne sois pas dramatique. Je parle de faire confiance au processus. Tu parles de prendre une décision unilatérale concernant nos deux vies en arrêtant secrètement la contraception et en présentant une grossesse potentielle comme le destin. Ce n'est pas faire confiance au processus. C'est piéger quelqu'un. Piéger? Tu es sérieux là? Je suis ta petite amie, pas n'importe qui. Peu importe qui tu es. Si tu me retires ma capacité à prendre des décisions éclairées concernant la reproduction, c'est de la coercition. Point final. Elle a ri. En fait, elle a ri. On dirait un post Reddit. Je n'ai pas ri. J'ai dit, j'ai besoin que tu me dises tout de suite, es-tu toujours sous contraception? Elle a hésité juste une seconde, mais je l'ai remarqué. Oui, je le suis. Je parlais juste. Cette hésitation est restée dans ma tête, sans loyer, pendant les 48 heures suivantes. Car voici le problème, j'avais remarqué autre chose. Sa plaquette de pilules, qu'elle gardait dans l'armoire de la salle de bain, n'avait pas changé de position depuis environ 3 semaines. Elle avait l'habitude de la faire pivoter quotidiennement. Je suis observateur des schémas. Un risque professionnel du chef de projet. Le schéma s'était brisé et je ne l'avais pas enregistré consciemment avant cette dispute. Je ne l'ai pas accusé. Je n'ai pas vérifié ses pilules. Je n'ai pas fouillé son téléphone. J'ai fait autre chose. Le lundi matin suivant, j'ai appelé un urologue. J'ai pris rendez-vous pour une consultation le jeudi. Lors de la consultation, le médecin m'a expliqué la procédure, 20 minutes, anesthésie locale, récupération minimale. J'ai demandé combien de temps je pouvais la programmer. Il avait une ouverture le mardi suivant. J'ai accepté. Le mardi après-midi, je suis allé seul à la clinique. Mon ami du travail m'a conduit car il n'est pas censé se ramener seul après. Il est resté dans la salle d'attente à jouer à Candy Crush et n'a pas posé de questions car c'est le genre d'ami qui sait quand il faut juste être là. La procédure a duré environ 25 minutes. Je suis rentré chez moi avec un sac de petits pois congelés et un rendez-vous suivi dans 8 semaines pour une confirmation du nombre de spermatozoïdes. Je n'ai rien dit à ma petite amie, non pas parce que j'étais secret, mais parce que j'avais déjà pris une décision plus importante que je ne lui avais pas encore annoncé non plus, je partais. J'ai passé la semaine suivante à organiser discrètement mon départ. Mon nom était le seul sur le bail, mais je voulais de toute façon me rapprocher de mon bureau. J'ai trouvé un nouveau studio, signé un bail et donné un préavis de 30 jours à mon propriétaire actuel. J'ai commencé à déménager les choses. Progressivement, des cartons à ma voiture pendant le déjeuner, les déposant au nouveau logement en rentrant. Elle ne l'a pas remarqué car elle travaillait tard la plupart du temps, et je me suis assuré que l'appartement avait toujours l'air plutôt normal. Un samedi matin, 12 jours après la vasectomie, je l'ai assise à la table de la cuisine. Nous devons parler. Elle a immédiatement paru nerveuse. De quoi? De nous? Cela ne fonctionne plus. Quoi? D'où ça vient? Ça vient depuis un moment, mais la conversation d'il y a 2 semaines sur l'arrêt de la contraception a tout scellé pour moi. Tu m'as dit, lors d'une dispute, mais tu me l'as quand même dit. Que tu
Envisager de prendre une décision qui changerait nos vies sans ma connaissance. Ni mon consentement. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui pense de cette façon. Je t'ai dit que je me défoulais juste. Je ne l'ai pas fait. Peut-être, peut-être pas. Mais le fait que ce soit même sur la table, le fait. Que tu aies dit, si je tombe enceinte, c'est que ça devait arriver, comme si mon consentement dans l'équation n'avait aucune importance. C'est suffisant. Elle a commencé à pleurer. Tu réagis de manière excessive. Les couples parlent de ces choses. C'est normal. Ce n'est pas normal de menacer d'arrêter la contraception sans le dire à son partenaire. Ce n'est pas une conversation. C'est un avertissement. Alors quoi? Tu pars juste pour quelque chose que j'ai dit? Je pars à cause de ce que cette chose a révélé. Sur la façon dont tu vois cette relation. Tu vois un avenir où je suis annulé sur la décision la plus importante qu'une personne puisse prendre. Je ne veux pas de cet avenir. Elle est pas cédée. Pleure à la fureur en environ 4 secondes. Tu es un lâche. Tu as 30 ans et tu fuis la maturité. Je préfère être un lâche qu'un père qui n'a pas choisi de l'être. Je lui ai dit qu'elle avait jusqu'à la fin du mois pour trouver un nouveau logement, puisque mon bail se terminait. J'avais déjà organisé le nouvel appartement. Je lui ai donné les 30 jours complets, lui ai proposé de l'aider à couvrir sa caution si elle en avait besoin, et j'ai dit, j'espère que nous pourrons faire ça sans que ça devienne moche. Elle a dit, c'est déjà moche. C'est toi qui as rendu ça moche. J'ai déménagé le reste de mes affaires ce week-end-là. Elle est restée dans l'appartement pendant les 3 semaines restantes. Nous ne nous sommes pas parlé. Reddit, je sais que certains d'entre vous pensent que la vasectomie était extrême. Peut-être l'était-elle. Mais quand quelqu'un vous dit qu'il pourrait secrètement cesser de prévenir une grossesse et appelle ça le destin, vous le prenez au mot ou vous pariez avec une conséquence de 18 ans. J'ai choisi de ne pas parier. Et honnêtement, assis dans mon nouvel appartement avec mes petits pois congelés et ma conscience tranquille, je ferai le même choix à chaque fois. Maintenant. Voici la partie que je ne vous ai pas encore dite. Elle ne sait rien de la vasectomie. Et il y a environ 3 semaines, elle est revenue dans ma vie avec une annonce très spécifique. Ce sera pour la mise à jour. Mise à jour 1, 4 jours. Plus tard. Merci à tous ceux qui ont répondu. Beaucoup d'entre vous avaient des questions. Et certains d'entre vous avaient des préoccupations, et je veux aborder quelques points avant d'entrer dans le vif du sujet. Premièrement, oui, j'ai eu mon suivi. 8 semaines après la procédure, le nombre de spermatozoïdes est revenu à 0. L'urologue a confirmé que je suis stérile. J'ai les résultats de laboratoire dans mon dossier médical et une copie dans mon email. Cela devient pertinent. Deuxièmement, beaucoup d'entre vous ont demandé pourquoi je ne lui avais pas simplement parlé de la vasectomie. Honnêtement, parce que ce n'était plus ses affaires. Nous nous étions séparés. Mes décisions médicales après la rupture sont les miennes. Je ne lui dois aucune divulgation sur une procédure que j'ai subie après avoir décidé de partir. La vasectomie n'était pas une arme. C'était une protection. Il y a une différence. Maintenant, l'annonce. 3 semaines après la rupture, soit il y a environ 5 semaines d'aujourd'hui, j'ai reçu un SMS d'elle à 21h un dimanche. J'étais sur le canapé, regardant le football et mangeant des restes de pizza. Mon téléphone a vibré et j'ai failli l'ignorer parce que j'avais mis son contact en mode silencieux, mais j'ai vu l'aperçu. Elle, j'ai besoin de te parler. C'est important à propos de nous. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un suivi 20 minutes plus tard. Elle, je suis enceinte. J'ai fixé ce texte pendant environ une seconde avant qu'un calme très spécifique ne s'installe en moi. Pas de panique, pas de colère, le calme de quelqu'un qui a étudié pour l'examen. J'ai répondu, ce n'est pas possible.
Elle, si. J'ai fait 3 tests, tous positifs. C'est arrivé avant que tu ne partes. Calcul rapide, j'avais déménagé environ 7 semaines auparavant. Ma vasectomie avait eu lieu 12 jours avant la conversation de rupture. Mais, et c'est important, je n'avais pas couché avec elle au cours des 3 dernières semaines de la relation. Après la dispute sur la contraception, je dormais sur le canapé, prétextant des douleurs au dos dues à une blessure au travail. Elle n'avait pas posé de questions car elle était occupée à être en colère contre moi. Donc, soit elle prétendait une grossesse datant de plus de 10 semaines qu'elle ne découvrait que maintenant, soit le calendrier ne correspondait pas du tout. Je n'ai rien dit de tout cela. J'ai juste écrit. Nous devrions parler en personne. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant le lendemain. Terrain neutre. Elle est entrée, l'air différent, pas visiblement enceinte. Ce serait précoce si c'était réel, mais elle avait cette énergie, triomphante. Comme si elle tenait une carte gagnante. Elle s'est assise en face de moi et a posé ses mains à plat sur la table comme si elle s'apprêtait à faire une présentation d'affaires. Elle, donc, je suis enceinte, et avant que tu ne dises quoi que ce soit, je sais que ce n'est pas ce que tu voulais, mais ça arrive, et nous devons trouver comment gérer ça. Moi, c'est quand la date d'accouchement? Elle, je n'ai pas encore vu de médecin. Je viens juste de le découvrir. Moi, tu viens de le découvrir. Après plus de 10 semaines? Elle, mon cycle a été irrégulier. Ça arrive. Moi, d'accord. Qui est le père? Son visage a changé. Excuse-moi. Moi. C'est une question simple. Tu es le père. Qui d'autre ce serait? C'est ce que je demande. Comment oses-tu? Je ne t'ai jamais trompé. Pas une seule fois. J'ai bu une gorgée de mon café, l'ai posé, et croisé les mains. C'était le moment que j'avais anticipé dans ma tête pendant des semaines. Non pas parce que je suis un génie, mais parce que lorsque quelqu'un menace de tomber enceinte pour vous retenir, vous pensez aux imprévus. C'est juste de la survie. Moi, j'ai besoin de te montrer quelque chose, et j'ai besoin que tu l'absorbes vraiment avant de répondre. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon email et lui ai montré le document. C'était le rapport de laboratoire du cabinet de mon urologue, analyse de sperme post-vasectomie. Date de la procédure clairement indiquée. Nombre de spermatozoïdes, 0. Confirmé. Stérile. Je l'ai regardé le lire. Je l'ai regardé le lire à nouveau. J'ai vu la couleur quitter son visage comme si quelqu'un avait tiré la prise. Elle, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'ai eu une vasectomie 2 semaines avant de déménager. Stérilité confirmée 8 semaines plus tard. Ce document est daté. Signé par mon urologue et fait partie de mon dossier médical permanent. Elle. Tu as eu une vasectomie et tu ne me l'as pas dit? Nous étions encore ensemble techniquement, mais j'avais déjà décidé de partir. Mon corps, mon choix. Ça te dit quelque chose? Elle n'a pas relevé le rappel. Ou elle l'a fait et a choisi de l'ignorer. Elle, ça ne change rien. Je suis toujours enceinte. Moi, alors le bébé n'est pas le mien parce que je suis physiquement incapable d'engendrer un enfant. Donc, soit ces 3 tests sont faux, soit tu dois avoir une conversation différente avec une personne différente. Elle a fixé l'écran du téléphone. Puis moi, puis de nouveau l'écran. Je pouvais voir le mécanisme fonctionner, le recalcul, la recherche désespérée d'un nouvel angle. Elle, la vasectomie, aurait pu échouer. Ça arrive. J'ai lu à ce sujet. Moi, mon nombre de spermatozoïdes est à 0. Confirmé par un laboratoire. Ce n'est pas un échec. C'est un résultat. Elle. Les laboratoires font des erreurs. Moi, je me ferai retester si tu veux. Mais pendant que nous attendons ces résultats,
j'aimerais que tu ailles voir un vrai gynécologue et que tu fasses un test sanguin confirmant la grossesse avec une estimation de la date. Si tu es enceinte, et si par un miracle de la médecine défaillante, je suis responsable. Un test de paternité le prouvera. Je coopérerai pleinement à un test ADN, mais nous ferons cela de manière médicale, pas par SMS. Elle a ramassé son sac à main et s'est levée. Tu es dégoûtant. Tu t'es mutilé juste pour éviter d'avoir un bébé avec moi et maintenant tu me traites de menteuse. Moi, je ne t'ai traité de rien. Je t'ai montré un document médical et j'ai demandé une vérification. Ce n'est pas une accusation. C'est une diligence raisonnable. Elle est partie, sans toucher son café. Je suis resté, j'ai fini le mien et j'ai donné un pourboire à la serveuse, car elle avait certainement tout entendu et semblait avoir besoin d'une prime de risque. Ce soir-là, les SMS ont commencé. Pas de mon ex, mais de sa mère. Sa mère, je suis consterné par la façon dont tu traites ma fille. Elle vient te voir avec une nouvelle qui change une vie et tu lui montres des papiers de vasectomie. Quel genre d'homme fait ça? Moi, le genre qui veut vérifier les faits avant d'accepter la responsabilité d'un enfant qui pourrait ne pas être le sien. Madame, les chiffres ne correspondent pas. Si elle est enceinte, je ne suis pas le père. J'ai des preuves médicales. Sa mère, les preuves médicales peuvent être fausses. Les médecins font des erreurs tous les jours. Moi, alors, elle ne devrait avoir aucun problème à accepter un test de paternité. Sa mère, elle ne devrait rien avoir à prouver. Une femme vous dit qu'elle porte votre enfant et vous la croyez. Moi, avec tout le respect que je vous dois, une femme m'a dit qu'elle envisageait d'arrêter la contraception sans ma connaissance. J'ai réagi en m'assurant que cela ne pouvait pas arriver. Si la confiance était là, nous ne serions pas dans cette situation. Elle n'a pas répondu pendant environ 1 heure. Puis, tu vas le regretter. J'ai sauvegardé ce texte. 2 jours plus tard, la sœur aînée de mon ex s'est mêlée de l'affaire. Elle m'a envoyé un paragraphe expliquant que j'étais émotionnellement abusif et que refuser d'accepter une grossesse était une forme de contrôle reproductif. L'ironie de cette déclaration, étant donné comment tout cela avait commencé, était si épaisse que j'aurais pu l'étaler sur du pain. Je n'ai pas répondu à la sœur. J'ai répondu à mon ex une dernière fois. Moi, je veux être parfaitement clair. Si tu es enceinte, je coopérerai à un test de paternité. Si le test montre que l'enfant est le mien malgré mes dossiers médicaux, je remplirai toutes mes obligations légales et financières. Je ne fuis pas mes responsabilités. Je demande une preuve. C'est raisonnable. Si tu refuses de fournir une preuve, cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Elle m'a laissé en lu. Reddit, je sais que certains d'entre vous vont dire que j'étais froid. Que montrer des dossiers médicaux à quelqu'un dans un restaurant est dur. Et oui, peut-être que la livraison n'était pas parfaite. Mais quand quelqu'un instrumentalisait la grossesse, quand quelqu'un utilise la possibilité d'un enfant comme levier, on n'a pas le droit de jouer gentiment. On a le droit de jouer précisément. La suite arrive. Parce qu'elle n'a pas arrêté. Et ce qui s'est passé ensuite a confirmé tout ce que je soupçonnais. Mise à jour. 9 jours plus tard. C'est la dernière mise à jour. C'est une longue histoire, mais je clôt ce chapitre et je veux bien le faire. Après mon dernier SMS concernant le test de paternité, je n'ai eu aucune nouvelle de mon ex pendant 9 jours complets. Pas de SMS, pas d'appel, pas de message de membres de sa famille. J'ai pensé que soit elle consultait un avocat, soit elle allait voir un vrai médecin, soit elle se regroupait pour trouver un autre angle. Il s'est avéré que c'était la 3e option. Le 10e jour, j'ai reçu un appel de mon ami du travail, le même qui m'avait conduit à la vasectomie. Il avait l'air étrange au téléphone.
Prudent. Mon ami. Eh, mec. Il s'est passé quelque chose et je ne veux pas que tu l'apprennes de quelqu'un d'autre. Moi, quoi? Mon ami, ton ex a appelé la réception de notre bureau. Elle a demandé à être transférée au RH. Elle leur a dit que tu l'avais mise enceinte et abandonnée, et qu'elle était préoccupée par ton état mental et ton comportement erratique. Elle a dit qu'elle voulait que ce soit enregistré au cas où quelque chose se produirait. Je suis resté complètement immobile. Moi, elle a appelé mon travail? Mon ami, ouais. La dame des RH lui a parlé pendant environ 5 minutes. Puis, elle est venue me voir parce qu'elle sait que nous sommes proches et m'a demandé si je savais ce qui se passait. Je lui ai dit que vous vous étiez séparés et que c'était houleux, mais que tu allais bien. Elle n'a pas semblé trop préoccupée. Elle a dit qu'elle recevait ces appels plus souvent qu'on ne le pensait et que sans menace spécifique ou incident sur le lieu de travail, il n'y avait pas grand-chose à faire, mais elle l'a documenté. Moi, donc, il y a maintenant un dossier quelque part dans mon entreprise parce que mon ex a appelé et a menti sur moi. Mon ami, en gros, oui. Je suis désolé, mec. J'ai raccroché et je suis resté assis à mon bureau, vibrant d'une sorte de colère que je n'avais pas encore ressentie dans tout ce processus. Parce que jusqu'à présent, tout était personnel entre elle et moi, contenu dans nos vies. Mais appeler mon employeur. Essayer de semer des doutes sur mon comportement erratique et mon état mental à mon travail, ce n'est pas un grief relationnel. C'est une tentative de nuire à mes moyens de subsistance. C'est du sabotage. J'ai pris 30 minutes, j'ai fait le tour du parking, j'ai respiré. Puis je suis retourné à l'intérieur et j'ai envoyé un email au RH moi-même. J'ai tout expliqué. Des faits, sans émotion, par point. La rupture, sa déclaration. Concernant l'arrêt de la contraception, ma vasectomie avec la date, sa revendication de grossesse, ma demande de test de paternité, son refus et son appel au bureau. J'ai joint une copie de ma confirmation de vasectomie et les résultats de laboratoire. J'ai dit que je voulais qu'il soit enregistré que toutes ces allégations auprès de l'entreprise étaient contestées et que j'avais des documents médicaux pour étayer ma position. J'ai mis mon email personnel en copie conforme. Les RH ont répondu dans les 2 heures. Professionnel, neutre. Ils ont dit qu'ils appréciaient le contexte, qu'aucune mesure n'était prise contre moi et qu'ils notaient ma déclaration ainsi que l'appel initial. Ils m'ont également suggéré de documenter tout contact ultérieur au cas où cela dégénérerait en un modèle de harcèlement. J'ai imprimé cet email, l'ai ajouté au dossier parce que j'avais commencé un dossier physique en carton. Je sais que cela semble désuet, mais mon père m'a appris une chose utile, le papier ne plante pas et on ne peut pas accidentellement supprimer un dossier rangé dans un tiroir. J'avais les dossiers de vasectomie, les résultats de laboratoire, les emails des RH, des captures d'écran des SMS de son, de sa mère et de sa sœur, et un calendrier des événements que j'avais tapé avec les dates. Je ne construisais pas cela pour poursuivre qui que ce soit. Je le construisais parce que lorsque quelqu'un intensifie, il faut être prêt à tout. Et là où elle l'a ensuite poussé m'a donné raison. Quelques jours après l'appel au RH, j'ai reçu un message vocal d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était une organisation de défense des droits des femmes. Une femme très polie a dit que mon ex les avait contactés pour obtenir de l'aide concernant une situation d'abandon de partenaire et a demandé si je serais disposé à participer à une conversation médiatisée. J'ai rappelé, expliqué brièvement la situation, que j'avais une vasectomie confirmée, qu'elle avait revendiqué une grossesse qui ne pouvait pas être la mienne, que j'avais demandé un test de paternité qu'elle avait refusé, et qu'elle avait contacté mon employeur en faisant de fausses déclarations. La femme au téléphone est restée silencieuse un instant, puis a dit très prudemment: merci de partager ce contexte. Nous ferons un suivi en interne. Je n'ai plus jamais eu de leurs nouvelles.
Je suppose qu'une fois qu'ils ont examiné les faits réels, l'histoire qu'elle leur avait racontée ne tenait pas la route. Les organisations de défense des droits traitent avec de vraies victimes tous les jours. Elles peuvent repérer quand quelqu'un utilise abusivement le système. Du moins, les bonnes le peuvent. Maintenant, la partie que vous attendiez tous. Environ 5 jours après l'appel de l'organisation de défense, j'ai reçu un dernier SMS de mon ex. Il était long, en pleine nuit. Envoyé à 2h34 du matin. Il commençait par « Je n'étais pas vraiment enceinte. Je vous donne une seconde pour l'assimiler parce que j'en ai eu besoin aussi, même si je le savais. Déjà. Elle a dit qu'elle avait falsifié les tests de grossesse. Apparemment, on peut acheter des tests positifs en ligne pour environ 15 $, ce qui est une information dont je n'avais pas besoin, mais que j'ai maintenant. Elle a dit qu'elle l'avait fait parce qu'elle avait paniqué quand je suis parti et qu'elle pensait que si je croyais qu'il y avait un bébé, je reviendrais. Elle a dit qu'elle croyait vraiment que nous étions faits l'un pour l'autre et qu'elle avait juste besoin de plus de temps pour me convaincre. Elle ne s'est pas excusée. Je tiens à être très clair là-dessus. Il n'y a eu aucun « je suis désolé ». Le message entier était formulé comme une explication, pas comme des excuses. J'ai fait ça à cause de tout l'amour que je te porte. Tu m'as poussé à ça en me quittant. Si tu n'avais pas eu la vasectomie dans mon dos, rien de tout ça ne serait arrivé. La vasectomie que j'ai subie parce qu'elle avait menacé d'arrêter la contraception. Celle qui était une réponse directe à sa menace de me priver de mon choix reproductif. Dans son esprit, ma protection a causé le problème, pas sa menace, pas ses mensonges, pas la fausse grossesse, mais mon refus d'être vulnérable à son plan. J'ai fait une capture d'écran de tout le texte, les ajouté au dossier, puis j'ai fait ce que j'avais gardé en réserve. J'avais déjà parlé à un avocat, non pas parce que je voulais la poursuivre, mais parce qu'après l'appel au RH et le contact avec l'organisation de défense des droits, mon ami avocat du collège m'avait dit que j'avais un cas légitime de harcèlement si je voulais le poursuivre, et qu'au minimum, je devais envoyer une lettre de mise en demeure. J'avais hésité parce que je n'étais pas sûr de vouloir intensifier la situation. Mais l'aveu de 2h du matin a changé les choses car j'avais maintenant, de sa propre bouche, un aveu qu'elle avait simulé une grossesse pour me manipuler. Afin que je revienne dans la relation. Ce n'est pas une zone grise. C'est une manipulation documentée avec des preuves. Mon avocat a rédigé la mise en demeure. Elle détaillait tout, la fausse déclaration de grossesse, le contact avec mon employeur, le contact avec l'organisation de défense des droits et les messages de sa famille. Elle déclarait que tout contact ultérieur avec moi, mon employeur ou toute organisation en mon nom serait considéré comme du harcèlement et ferait l'objet de poursuites judiciaires. Elle précisait également que son aveu de grossesse simulé constituait une fraude et que je me réservais le droit de partager cet aveu avec toute entité qu'elle avait précédemment contactée avec de fausses allégations. Cette dernière partie était la clé, car elle n'avait pas seulement menti à moi. Elle avait menti à mon service des RH. Elle avait menti à une organisation de défense qui existe pour aider de véritables victimes. Elle avait essayé de créer un dossier qui me décrivait comme un homme absent, instable, qui avait abandonné une femme enceinte. Si jamais j'avais besoin d'une habilitation de sécurité, d'un arrangement de garde dans une future relation, ou même d'un dossier d'emploi propre, ces mensonges auraient pu refaire surface. La mise en demeure précisait clairement que je rectifierais les faits partout où elle les avait contaminés. La lettre a été envoyée par courrier recommandé un mercredi. Elle l'a reçue le jeudi. Jeudi soir, sa mère m'a appelé pour la dernière fois. Sa mère, un avocat. Vous envoyez des menaces légales à ma fille. Moi, j'envoie une mise en demeure après qu'elle ait simulé une grossesse,
appelé mon lieu de travail avec de fausses allégations, et contacté une organisation de défense avec une histoire fabriquée. Ce n'est pas une menace, madame. C'est une limite. Sa mère, elle a fait une erreur. Elle avait le cœur brisé. Moi, elle a acheté de faux tests de grossesse en ligne, m'a dit que j'allais être père, et quand cela n'a pas fonctionné, elle a appelé mon service des ressources humaines pour suggérer que j'étais mentalement instable. Ce n'est pas une erreur. C'est une campagne. Ça. Mère, vous l'avez poussé à cela en subissant cette procédure. Moi, j'ai eu une vasectomie parce que votre fille m'a dit qu'elle allait arrêter la contraception sans mon consentement. Chaque action que j'ai entreprise était en réponse à quelque chose qu'elle a fait en premier. J'en ai marre d'être le méchant d'une histoire où je suis celui à qui l'on a menti. Elle a raccroché. Je n'ai plus eu de nouvelles d'aucun d'entre eux depuis là. Mise en demeure, qui, il s'avère, fonctionne plutôt bien sur toute la famille. Maintenant, voici le suivi sur le plan institutionnel. Et cela compte parce que c'est la partie qui a des conséquences concrètes. J'ai recontacté les RH et leur et transmis la partie pertinente des aveux de mon ex de 2 heures du matin, la partie où elle admettait que la grossesse était fausse. J'ai expliqué que l'appel initial qu'elle avait fait à mon entreprise était basé sur des informations fabriquées et j'ai demandé que le dossier reflète cela. Les RH m'ont remercié et ont dit qu'ils mettraient à jour le dossier. Mon patron, qui apparemment avait été vaguement informé de la situation, m'a pris à part la semaine suivante et m'a dit « On dirait que tu as bien géré une situation difficile. » Et c'était tout. Aucune marque sur mon dossier. Aucune bizarrerie persistante. Propre. J'ai aussi rappelé l'organisation de défense. La même femme. Je lui ai dit que la grossesse avait été fabriquée et que mon ex l'avait admis. Par écrit. La femme m'a remercié, a dit qu'elle était désolée que j'ai eu à gérer cela et m'a assuré que le dossier d'admission serait mis à jour. Elle a également dit, et cela m'a marqué, nous voyons cela plus souvent que les gens ne le pensent, et cela rend les choses plus difficiles pour les personnes qui ont vraiment besoin de notre aide. Cette phrase résonne dans ma tête. Où en suis-je maintenant? Je suis dans mon nouvel appartement. Il est plus petit que l'ancien, mais c'est le mien, et celui de personne d'autre. J'ai le dossier dans mon tiroir de bureau. J'espère ne jamais en avoir besoin. La cicatrice de la vasectomie est à peine visible et je me sens bien. Je n'ai pas fréquenté personne de nouveau et je ne suis pas pressé. Ce que les gens ne vous disent pas à propos de situations comme celle-ci, c'est qu'avoir raison ne fait pas du bien. Ça semble nécessaire. J'aurais aimé me tromper. J'aurais aimé qu'elle n'ait jamais dit ce qu'elle a dit à propos de la contraception. J'aurais aimé que les déjeuners avec le test de grossesse qu'elle a commandé en ligne soient quelque chose que j'ai rêvé. Mais ce n'était pas le cas. Et au moment où quelqu'un vous dit qu'il est prêt à passer outre votre consentement pour créer une vie, vous avez 2 choix. Les croire et agir, ou espérer qu'il ne le pensait pas et jouer. Je ne joue pas. Mon père m'a appelé le week-end dernier. Nous ne parlons pas souvent. Notre relation est compliquée. Beaucoup de bagages du divorce, mais d'une manière ou d'une autre, il avait entendu parler de la rupture par la rumeur familiale. Il a dit, j'ai entendu dire qu'une fille avait fait des siennes. J'ai dit, oui, elle l'a fait. Il est resté silencieux pendant 1 minute. Puis il a dit, j'aurais aimé être aussi intelligent que toi quand j'avais 30 ans. Ça m'aurait fait gagner beaucoup d'années. Venant de lui, c'est à peu près aussi proche d'un « je suis fier de toi » qu'on puisse obtenir. Donc, voilà l'histoire. Reddit. J'ai 30 ans, stérile par choix, célibataire par nécessité, et assis dans un appartement tranquille où personne ne planifie secrètement mon avenir sans moi. Les petits pois congelés sont partis depuis longtemps, le dossier est dans le tiroir, et la bague que j'avais commencé à chercher avant que tout ne tourne mal.
Est toujours dans l'historique de recherche de mon navigateur, que j'ai effacé. Hier soir. Certaines choses sont destinées à être et certaines choses sont destinées à être évitées. Prenez soin de vous. Et si quelqu'un vous dit ce qu'il est prêt à vous faire, croyez-le la première fois.